Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 11e déjà de votre podcast de Gardons le Cap. Le podcast qui accompagne les entrepreneurs à chaque étape de leur aventure entrepreneuriale, que vous soyez en création, que vous soyez en croissance, en passant par les tempêtes parfois inévitables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet brûlant. Comment croître en 2025? Effectivement, je ne vais pas rappeler là le contexte que j'ai déjà énuméré à de nombreuses reprises, mais beaucoup d'entrepreneurs se posent la question de comment croître, comment faire la différence, alors que nous sommes quasiment en récession. Je sais en ce moment, le climat n'est pas à la fête, l'ambiance est parfois anxiogène, les différentes crises, les incertitudes politiques, l'inflation que nous avons connue et maintenant avec une baisse des prix, changement de comportement des consommateurs. Bref, beaucoup d'entrepreneurs me disent: Gérard, j'ai l'impression que tout est bloqué. Et pourtant, de nombreuses entreprises avancent et se réinventent et surtout grandissent. Oui, en 2025, la croissance est possible, mais elle ne repose plus sur les recettes d'hier. Alors aujourd'hui, je vais vous partager avec vous 10 leviers de croissance concrets que je divulgue d'ailleurs dans notre programme Évolution, programme qui rassemble des entrepreneurs sur un accompagnement collectif et aussi personnalisé avec des rendez-vous individuels pour les faire avancer. Ces 10 leviers de croissance sont applicables et surtout adaptés à notre réalité actuelle. Alors bien sûr, je ne pourrai pas tout aborder dans cet épisode, mais si un sujet vous parle, si vous voulez aller plus loin pour votre entreprise, contactez-nous ou suivez-moi sur LinkedIn. Évidemment, tous ces leviers que je vais vous donner se donnent selon un certain ordre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines entreprises ne pourront pas aller sur de la croissance externe que nous allons avoir tout à l'heure, scaler son business, mais en tout cas, chacun pourra appliquer au moins 3-4 recettes que je vais vous donner, et parfois plusieurs. Pour le premier, il va s'agir de la gestion du temps. Le temps, c'est votre première ressource, c'est notre première ressource. Souvent, je vois des gens qui disent j'ai pas le temps, je suis submergé. Ce que je peux vous dire, et d'ailleurs je me mets dedans, le temps est souvent le plus mal exploité. Le temps, c'est une ressource rare. Nous avons 24 heures par jour et bien évidemment, on ne va pas œuvrer 24 heures par jour pour son entreprise. À un moment donné, nous sommes des êtres humains, pas des robots. Donc, on a besoin de dormir, de se nourrir, etc. Et puis, on a un petit peu besoin aussi de se ressourcer. Et pourtant, j'ai vu des dirigeants passer leur journée à gérer l'urgence plutôt que l'important. J'ai vu des gens travailler sans cesse de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures à faire leurs propositions, leurs devis, etc. Et puis jusqu'à l'épuisement. Donc, en fait, gérer son temps, c'est quoi? Moi, j'aime bien utiliser la matrice d'Eisenhower que vous connaissez peut-être, où vous avez l'urgent et l'important, le pas urgent et pas important. Et l'idée, c'est de classer ce qui est urgent, important à faire coûte que coûte, et surtout de travailler sur l'important, pas urgent, pour avoir le moins d'urgence possible. Bien sûr, dans notre époque, il y a des urgences à traiter et c'est important de pouvoir y répondre. L'idée quand même, c'est que plus on peut se poser pour travailler sur son business plutôt que d'être dans son business, mais on a le temps, finalement, d'anticiper les urgences et finalement de ne plus subir ce flot continuel où on court tout le temps. Moi, vous savez, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent souvent, je cours tout le temps. Voilà, j'ai un entrepreneur qui s'appelle Laurent. Je lui dis, allô Laurent, ça va? Qu'est-ce qu'il me répond systématiquement? Je cours, je cours, je cours. Et je crois que vous êtes des milliers, des centaines de milliers d'entrepreneurs comme ça. Alors, moi, je me mets encore une fois dedans, attention, je vous dis ça parce que je le vois dans les accompagnements. Moi aussi, je cours, même si je prends le temps de me poser et de pouvoir justement travailler sur ma stratégie et sur justement l'anticipation de mes journées et de mon temps que je prends. Donc, une entreprise qui gère bien son temps est une entreprise qui crée de la valeur. Ça, c'est important. Donc, reprendre le contrôle de son agenda, c'est aussi reprendre le contrôle de sa stratégie. Et justement, la deuxième stratégie, je pense que souvent les gens vont chercher des stratégies qui sont très compliquées. Donc, la première, c'est la gestion du temps. Et le corollaire, ce qui vient ensuite, c'est la puissance de la délégation. Et là, j'entends souvent: personne ne fera mieux que moi. C'est compliqué de trouver des collaborateurs impliqués. C'est compliqué de trouver des gens qui sont motivés. Alors, moi, je vous arrête tout de suite. Dans la plupart des entreprises qui réussissent sont des entreprises qui se développent, qui recrutent, où le dirigeant délègue.
Et derrière, à force de ne pas déléguer, ben, on se retrouve enfermé dans des postures où on devient prisonnier de son entreprise. Et là, attention au burn-out, attention à se faire déborder. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, ben, on court après tout. Et à un moment donné, c'est la santé qui en pâtit, c'est l'entreprise qui déraille. On n'a pas le temps de regarder ses tableaux de bord, on n'a pas le temps de piloter son entreprise. Donc, apprendre à déléguer, à recruter, à intégrer ses collaborateurs, c'est aussi faire grandir ses équipes, se libérer du temps et se concentrer sur son rôle de leader. C'est se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. C'est un jeu où on va apprendre à donner confiance, à recevoir de la confiance et à fluidifier son écosystème pour pouvoir aller plus vite et vraiment se concentrer sur sa zone de génie. Alors, c'est quoi sa zone de génie? Si vous avez besoin d'explications, ben, c'est là où vous êtes le meilleur. C'est là où les heures passées auront de la valeur parce que vous serez au contact de vos partenaires, de vos clients, à faire du réseau, à créer des produits. En tout cas, vraiment, nous, on aime bien dans notre équipe faire un inventaire des tâches que vous faites pour voir celles que vous pouvez déléguer ou pas. Donc, la puissance de la délégation est énorme. Voilà. Et encore une fois, vous n'êtes pas remplaçable, donc apprenez à déléguer. Et parfois, on va retrouver des personnalités très perfectionnistes, peut-être que vous vous reconnaissez, qui n'osent pas déléguer. Là, c'est un travail, un accompagnement qu'on peut mettre en place pour vous aider à faire ça, parce que sinon, vous êtes emprisonné, emprisonné dans un système, emprisonné dans un fonctionnement. Et derrière, ben en fait, vous êtes figé à un moment donné et vous avez votre plafond de verre. Donc, si on commence à lever un peu la tête, là, c'était, on va dire, les 2 points basico-basiques, mais c'est important parce que tant qu'on ne les fait pas, on a du mal à se développer et à se détendre. Le 3e point, c'est la diversification. Donc, la diversification, ça peut être la diversification géographique de votre zone de chalandise, la diversification produit, l'intégration en amont ou en aval d'une production, bref. Il y a 1000 façons de se diversifier. Et parfois, une idée simple peut tout changer. J'ai accompagné un entrepreneur qui a décidé son propre atelier de production. Non seulement il a sécurisé sa chaîne de valeur, mais il a aussi ouvert de nouveaux marchés, alors qu'avant il était dans le négoce pur. Et donc il a pu amener de la valeur, il a amélioré ses marges, et il me disait au départ, si je produis, je me mets en concurrence de mes fournisseurs, pas du tout au final. Donc n'hésitez pas à réfléchir à qu'est-ce qui peut faire la différence aujourd'hui dans mon business. Donc en quoi je peux me diversifier et du coup me différencier avec une offre plus globale et en amenant plus de rentabilité dans mon business. Le 4e point qui découle de ce que je viens de dire, c'est pourquoi pas se diversifier avec de l'innovation ou se différencier avec l'innovation. Donc l'innovation est une clé extrêmement forte pour booster son business. Moi, j'aime bien dire qu'un entrepreneur doit réfléchir à tous les ans, se dire, tiens, j'ai 10% de mon business qui va changer, 10% où je peux amener un peu plus de peps et qu'est-ce que je peux abandonner et qu'est-ce que je peux amener de plus sur mon business. Donc, quelle est la part d'innovation que je peux amener? L'innovation, c'est pas forcément de la high-tech, c'est pas forcément de la haute technologie. C'est faire autrement, c'est faire mieux, c'est répondre à un besoin de manière plus pertinent. C'est innover dans son offre, c'est amener un nouveau service, c'est aussi innover dans son modèle économique, dans son organisation. C'est une véritable voie de croissance pour libérer les énergies, mais aussi pour amener du plus sur son marché, pour exciter ses clients. Parce que quand on est habitué à innover, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous suivent. Vous regardez tout simplement ce que font les grandes marques de téléphone, de voitures, etc. Il y a des innovations constantes, il y a sans arrêt ce travail d'innovation. Nous, on challenge beaucoup les entrepreneurs cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus dans la relation? 5e point, travailler sa productivité commerciale. Là aussi, c'est un travail que je fais beaucoup avec les entrepreneurs aujourd'hui pour élargir le panier moyen des clients que l'on peut avoir quand c'est possible, bien sûr. Donc, si au lieu de courir après plusieurs clients, on augmentait la valeur de chaque transaction, travailler son panier moyen, sa stratégie d'offre et ses upsells, ce sont des leviers puissants et souvent exploités. Alors, exemple, je travaille avec un négociant en matériaux de construction. En fait, l'idée, c'est de voir quand il y a une personne, un client qui achète un produit ou 2 produits, pourquoi pas prendre le temps d'être en écoute et de voir comment je peux élargir mon panier moyen
Pourquoi pas en baissant un petit peu les prix de base qu'il prend, mais en élargissant le panier moyen. Et en fait, on a peut-être une marge brute qui va baisser un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'à chaque rencontre, on va avoir, au lieu de prendre 1000 euros, ben peut-être 1500 euros. Ok. Donc là aussi, on travaille sur ces stratégies-là de packaging de produits, de panier moyen. Et puis aussi, tant qu'on y est, la productivité commerciale va consister aussi à demander à vos clients d'être des ambassadeurs, de vous amener du monde, de vous amener des clients, de vous recommander. Donc, la productivité commerciale, ça va être, ben, en fait, comment je peux augmenter mon panier moyen et comment je peux avoir de la prescription. Alors, bien sûr, on peut détailler cette partie-là fortement. Je vous donne des tips là, comme ça. Le sixième point, c'est en fait comment scaler son business ou vendre son concept. Et une fois qu'on a un modèle qui fonctionne, pourquoi ne pas le dupliquer? Que ce soit par de la franchise, par des licences de marque, par des filiales que l'on peut créer. Et en fait, ça permet d'accélérer la croissance sans tout reconstruire à zéro. J'ai vu des concepts simples décupler leur impact en peu de temps grâce à cette stratégie. Donc là aussi, alors ça va s'adresser à des entreprises, à des commerces qui ont déjà pignon sur rue, qui ont démontré un fonctionnement, et à partir de là, comment optimiser ce que l'on fait, vendre son savoir-faire. Et ceci m'amène tout naturellement à parler du septième levier de croissance, la formation. Je parlais tout à l'heure de savoir-faire dans un domaine bien précis. Quelqu'un qui a réussi dans un domaine, pourquoi pas, j'ai un client qui fait des salles de bain, il va monter un module, comment faire des salles de bain haut de gamme qui va s'adresser aux artisans. J'ai une autre cliente qui, elle, a été esthéticienne, elle est de l'autre côté de la barrière et maintenant, elle apprend à ses clientes esthéticiennes, elle fait de la formation, comment piloter son institut de beauté, quels sont les différents massages que l'on peut faire ou les différents produits pour monter en gamme dans son activité. Je l'inviterai d'ailleurs un de ces jours dans le podcast pour qu'elle témoigne de son activité. Et en fait, elle crée des modules de formation. Elle a excellé dans son domaine de l'esthétique, elle a eu un institut, elle a fonctionné. Et à un moment donné, elle a décidé d'accompagner les esthéticiennes dans le développement de leur activité. Et là, vous avez des leviers puissants à condition d'aimer transmettre du savoir-faire, à condition d'avoir une méthodologie, parce qu'on devient institut de formation avec une méthodologie précise. Il faut être hyper rigoureux dans la qualité. D'ailleurs, il faut être référencé souvent Calliope pour que les clients puissent prendre en charge leurs accompagnements. Mais elle est passée d'actrice de l'esthétique à formatrice pour les esthéticiennes, pour leur donner plus de valeur. Vous voyez? Et derrière, c'est un modèle totalement différent. Elle aurait presque pu faire les deux aussi, c'est-à-dire avoir son cabinet, son institut, et en même temps faire de la formation. Ce sont des choses qui peuvent être faites. Et donc, là aussi, j'ai envie de dire, ne vous interdisez rien. Tout est possible. Et on est là pour vous aider à le transformer ensuite également. Ce qui est génial, c'est que vous valorisez l'humain, vous transmettez et vous participez à la croissance et à l'émancipation d'une communauté. Ensuite, on a de nouveaux outils aujourd'hui. Je vais vous parler de la digitalisation des processus de vente ou la digitalisation des activités que l'on peut avoir depuis 5-6 ans maintenant, depuis le Covid. On a beaucoup parlé de figitalisation. C'est le mix du physique et du digital. Donc derrière, c'est aussi, pourquoi pas faire des rendez-vous en Zoom au lieu de se déplacer, en Zoom, en Teams, en tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi digitaliser en automatisant, en simplifiant. Par exemple, digitaliser son parcours client permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi de mieux piloter son développement. CRM, tunnel de vente, devis en ligne, les outils sont là. Encore faut-il les utiliser intelligemment. Et donc, la digitalisation de ces processus globaux dans l'entreprise permet de fluidifier l'organisation de l'entreprise, permet de fluidifier ses aspects commerciaux et digitaliser sa gestion permet aussi d'avoir une compression de son cycle d'exploitation, d'aller plus vite et donc du coup de multiplier plus d'opérations. Alors c'est sûr, ce sont des investissements, mais des investissements fortement rentables et ceux qui loupent
ces investissements, ceux qui loupent le tournant passeront à côté. Et aujourd'hui, on est sur une vraie mutation dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est être vraiment en écoute de tout ce qui peut être fait. Le neuvième point, c'est travailler sa gamme avec une hausse générale des prix. C'est un aspect qui complète l'aspect différenciation. Parfois, la croissance passe par une offre plus large et plus qualitative. Qui dit plus qualitative, c'est proposer des gammes premium, des options supplémentaires et assumer une hausse de prix qui peut faire toute la différence, surtout quand on apporte plus de valeur. Et donc derrière, il va être important de travailler sur la perception que les clients ont de votre gamme, sur la perception que les clients ont de vos produits. Et il ne faut pas oublier que la croissance du chiffre d'affaires, c'est du volume et des prix. Et j'arrive à convaincre des entrepreneurs de monter leurs prix. C'est pas évident parce qu'il y a des croyances, si je monte les prix, j'ai moins de clients. J'arrive à faire monter les prix des prestations de mes clients en démontrant la valeur avec des techniques d'entretien, etc. Et du coup, ces entrepreneurs-là peuvent travailler avec plus de marge, mieux viabiliser leur investissement, parce que souvent, c'est difficile aujourd'hui de rentabiliser fortement ces activités, parce qu'on n'a pas les prix adéquats. Et donc, le jeu, c'est comment je peux montrer plus de services, plus de produits avec une hausse des prix. Voilà. Et là, vous avez un véritable levier de croissance. Enfin, je finirai par la croissance externe. La croissance externe, c'est la capacité à être en veille sur des entreprises qui font la même chose ou des activités complémentaires. Acquérir une entreprise permet de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire que vous allez mutualiser des fonctions avec plusieurs entreprises. Vous avez l'entreprise A, vous avez l'entreprise B. En fait, vous allez mettre les fonctions support sur une holding, par exemple, et derrière, vous allez pouvoir matcher et rentabiliser. Alors, contrairement à ce que j'entends, acquérir une entreprise, ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises. Les TPE peuvent acquérir des entreprises. Là, je viens de faire une opération avec un de mes clients paysagiste qui a acheté une autre affaire de paysagiste. Donc, une boîte de 1 million qui rachète une boîte de 600 000. Mais j'ai eu par le passé l'occasion de faire acheter une boîte en bonne santé de plomberie, chauffage, etc., il y a une dizaine d'années, par une boîte qui était un peu moins bien financièrement. Et en fait, la fusion des deux boîtes a fait une super entreprise avec l'énergie de celui qui était plus jeune, qui rachetait celle qui partait à la retraite et qui était une super boîte. Et on a fait une super entreprise. Donc en fait, soyons en veille de toutes les opportunités qui peuvent être dans votre environnement. Et vous avez aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, une pyramide des âges qui fait qu'il y a des gens qui peuvent vendre des boîtes sympas. Et les acquérir permet aussi de gagner des parts de marché, de faire des économies, de gagner du temps et de gagner des équipes. Mais alors, évidemment, tout ceci demande, pour réussir dans cette stratégie puissante de croissance externe, c'est à manier avec beaucoup de discernement et c'est assez délicat, mais bien évidemment, nous maîtrisons aussi cela. Alors oui, 2025 peut être une année de croissance, pas une croissance subie, mais une croissance choisie, structurée, alignée avec votre vision. Il y a de véritables opportunités. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se focalisent sur les problèmes. Il y a des opportunités. On est là pour vous accompagner, évidemment, avec mon équipe. On kiffe ça. Et si vous vous sentez un peu seul face à ces défis, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Je vais vous dire à bientôt pour le prochain podcast où je vais interviewer un entrepreneur brillant que nous avons accompagné, qui va partager son expérience d'entrepreneur, ses réussites, ses problèmes, etc. Suivez-nous, je communiquerai sur lui très prochainement. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre. Si vous avez raté les premiers podcasts, vous pouvez réécouter ceux qui sont passés, ça commence à devenir diversifié. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, gardez le cap et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les amis!